Bonjour à tous, bienvenue sur Aquitélé. Nous sommes ici au cœur du Médoc, au château Giscourt à La Barde. Alors le château Giscourt en fait c'est un lieu exceptionnel, c'est une propriété de 300 hectares avec un vignoble de 86 hectares en appellation Margaux avec une réputation d'excellence puisqu'il a été nommé 3e grand cru classé en 1855. Alors pourquoi nous sommes ici au château Giscourt aujourd'hui? Eh bien c'est ici que se tient le MMA Trophy, une compétition qui associe le golf, l'équitation et même la pétanque autour des amis et des clients des agents généraux MMA, les mutuelles du Mans Assurance, une journée placée sous le signe du challenge sportif, du plaisir et du partage entre compétiteurs, golfeurs, cavaliers et joueurs de pétanque. Aujourd'hui en tout cas, le jeu et le sport étaient à l'honneur avec de multiples épreuves au golfe de Bordeaux-Lac mais aussi ici au château Giscourt dans le Médoc. Justement, je vous propose de regarder un petit sujet sur nos amis golfeurs, reportage mis en image par les équipes d'Aquitélé et on se retrouve juste après pour débattre avec quelques-uns de nos invités. Allez, en voiture. Le trophée MMA, c'est du sport, mais aussi des retrouvailles entre amis, clients et agents MMA de Nouvelle-Aquitaine. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir pour ce MMA Trophy édition 2021. On est très heureux d'accueillir les équipes de Francis et on est content de pouvoir organiser ce bel événement pour lui. François Capdepont, Albéric Pierre, Mathieu Champagne et Fabien Argousse. Et enfin, dernier départ au trou numéro 1. Aussi un local de l'étape, Henri Raoult, Julien Lembach. Et oui, Aurélien Auchard, le directeur du golf de Bordeaux-Lac, donne les dernières consignes pour les concurrents de l'épreuve de golf. C'est aussi ça, le MMA Trophy, se retrouver autour d'un parcours de golf. Ah, bien évité. Ouais. Ah, mais voilà. Des joueurs néophytes et d'autres plus professionnels, l'essentiel reste le partage et le plaisir de se retrouver. Yes. Et puis en seconde partie de journée, direction le château Giscourt pour les concurrents golfeurs du MMA Trophy. Là, une seconde épreuve les attend, c'est l'approche. Alors le principe en un seul coup, tenter de mettre la balle dans le trou ou en tout cas au plus près. Allez, retour ici au château Giscourt à La Barde, au cœur du Médoc. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Alors au programme de cette émission, une table ronde, des invités et divers sujets abordés. Nous évoquerons la mixité dans le sport, l'entreprise et le sport ou encore l'événementiel. Et avec moi des invités qui vont venir se succéder pour en parler à mes côtés. Alors, dans la vie de tous les jours, les hommes et les femmes se côtoient dans tous les domaines d'activité, à l'école, au travail ou encore en politique. Il y a des déséquilibres, mais la mixité reste de rigueur. Alors, il reste cependant en fait un domaine où la séparation entre hommes et femmes coule de source, si je puis dire, est très peu remise en question. Eh bien, c'est le sport. Il n'y a que l'équitation et la voile où les hommes et les femmes concourent ensemble à haut niveau. Dans les autres sports, les épreuves sont bien distinctes. Mais est-ce que finalement c'est si naturel que ça? Est-ce que la non-mixité dans le sport révèle notre société? Et surtout, qu'est-ce que l'ouverture à plus de mixité pourrait apporter au sport? Eh bien, nous allons essayer avec nos invités de répondre à toutes ces questions. Alors avec nous, tout d'abord Françoise Terrier-Thuot, vous êtes ancienne cavalière et vous faites partie du réseau Femmes 3000. Avec nous également Mélanie Bourdi, vous êtes une ancienne joueuse de golf professionnelle pendant 10 ans sur le Ladies European Tour et aussi à la tête d'une entreprise événementielle, le Bourdi Golf Experience, c'est ça? Exactement. Voilà, Aurélien Auchard, vous êtes le directeur du golf de Bordeaux-Lac. Et puis également Sébastien Carallo, cavalier international, directeur des écuries des châteaux à Arsac, juste finalement sur le château Giscourt. Exactement. Alors nous allons commencer avec vous, Françoise Terrier. Vous êtes, je le disais, une ancienne cavalière. Vous avez d'ailleurs eu la chance d'être finalement la première à monter Japlou à l'âge de 18 ans, c'est bien cela? Voilà, vous avez été donc sa première cavalière, cheval qui a ensuite
finalement donné son nom au film de Guillaume Canet, Japlou. Vous avez donc une carrière de cavalière et aujourd'hui, vous faites aussi partie du réseau Femmes 3000. Vous êtes d'ailleurs la responsable de la commission éducation et jeunesse. L'association, elle s'attache notamment à rendre les femmes plus visibles en favorisant leur participation à la vie publique. Alors, d'abord, un état des lieux, en fait. Est-ce qu'il y a autant de garçons et de filles dans le sport? Alors, ça, en fait, je ne sais pas. Je pense que oui, il y a plus de garçons que de filles en général. Mais c'est surtout cette mixité sur laquelle il va falloir réfléchir. Effectivement, l'équitation est le seul sport où les hommes et les femmes partent dans les mêmes conditions et les mêmes épreuves. Et pourtant, je dirais que la mixité n'est pas tout à fait complète parce que, bon, Sébastien connaît sans doute les chiffres mieux que moi. Il y a 80%, je crois, de licenciés filles dans l'équitation. Oui, un peu plus même. Peut-être un peu plus. Donc, on en arrive même parfois à dire que c'est un sport de filles. Et puis en fait, à haut niveau, la proportion s'inverse complètement. Il y a 20% de filles qui montent à haut niveau. Alors là, on peut en tirer des conclusions. Enfin, moi, je crois qu'on retrouve à ce moment-là la même problématique que la place de la femme dans l'entreprise. Dès qu'on arrive à des hauts niveaux de compétition ou des hautes responsabilités, se posent les problèmes, sans doute des sacrifices qui sont nécessaires et sans doute de l'image que les filles ont de leur place dans la société, avec ce qu'on appelle, moi je dirais un petit peu le syndrome de l'imposture. C'est-à-dire qu'elles se disent, est-ce que finalement cette place à haut niveau, elle est bien pour moi, avec tout ce que ça peut comporter de sacrifices personnels. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut, dès le plus jeune âge, que les filles prennent leur place dans tous les domaines et même dans le domaine sportif. Alors on va y revenir. Alors présentez-nous en quelques mots ce réseau Femmes 3000. Alors Femmes 3000, c'est un réseau, bien sûr, qui se compose essentiellement de femmes, mais c'est un réseau mixte. C'est-à-dire que nous avons une conception du féminisme qui fait que nous allons avancer dans l'égalité des droits des femmes, nous allons y veiller. Nous réfléchissons sur justement la place des femmes dans la société en général, mais accompagnées par les hommes, parce que nous pensons que cette évolution ne peut se faire qu'avec les hommes. Vous avez participé, je crois, à un groupe de réflexion sur la thématique filles-garçons en route vers l'égalité. Vous pensez qu'il existe donc vraiment de vraies inégalités entre garçons et filles dès l'enfance, dès le plus jeune âge, en fait? Oui, parce que dans la famille comme à l'école, et je suis bien placée pour le savoir parce que je suis enseignante, on véhicule sans s'en rendre compte des stéréotypes. Voilà, donc il faut qu'à travers des formations, les enseignants prennent conscience, comme les parents d'ailleurs, qu'on autorise des choses aux garçons qu'on n'autorise pas aux filles et que l'école, bien qu'elle soit mixte, ne favorise pas toujours la place des filles. Donc, notamment, je pense que ça peut passer, oui, par une façon de concevoir les cours de récréation qui doit être différente. Parce qu'on voit à l'heure actuelle des cours de récréation avec un beau terrain de foot au milieu et on constate que ce sont les garçons qui occupent cette surface. Les filles sont autour, et là où elles peuvent d'ailleurs. Et puis, on voit, alors ça, ce sont des chercheurs qui ont étudié ça. C'est ce qu'on appelle les cours de récréation non genrés, là, dont on parle un petit peu. Elles sont bien genrées, oui. Donc il faut les dégenrer. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que s'il y a des filles qui souhaitent venir jouer au ballon avec les garçons, ça crée forcément des disputes. Voilà. Et là, souvent, l'enseignant intervient pour calmer le jeu en disant aux filles, bon, allez jouer ailleurs, et laisser les garçons tranquilles. Et en fait, non, les filles doivent avoir... Alors, soit les enseignants prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans l'occupation de l'espace, soit on dégenre les cours, c'est-à-dire qu'on les étudie de façon à ce que les garçons et les filles y trouvent leur place à égalité. Et est-ce qu'il y a un rôle aussi à jouer de la part des éducateurs, des moniteurs encadrants, dans les clubs directement Bien sûr, puisque souvent on voit des proportions complètement différentes suivant le sport. Il y a des sports qui sont à connotation dite féminine, la gymnastique, le patinage artistique, et puis des sports qui sont tout ce qui est plus compétitif, les jeux de balle, de ballon, de lutte. On a plus tendance à y inscrire les garçons. Donc oui, peut-être qu'il y a
une communication à faire à ce niveau-là pour que chaque fille et chaque garçon d'ailleurs puisse trouver sa place dans n'importe quel sport. Alors Sébastien Carallo, vous êtes, je l'ai dit, cavalier international, un directeur, je le répète, de l'écurie des châteaux ici au château Giscourt, et vous êtes aussi vice-président de la Fédération régionale d'équitation. Hein, exactement, le comité régional Nouvelle-Aquitaine. Voilà, exactement. Oui. Donc à l'écurie des châteaux, il y a autant de femmes que d'hommes qui pratiquent l'équitation. Il y a plus de femmes que d'hommes. Mais bon, là on est habitués, nous, dans l'équitation, pour avoir été aussi dirigeant de club, on a toujours eu plus de filles que de garçons, et depuis le début, on a l'habitude, dans des jeux, dans des compétitions, d'être battus par les filles. Donc on ne se pose même pas la question de savoir s'il y a une différence entre les filles et les garçons, parce qu'il n'y en a pas du tout. Souvent, les filles gagnent. Voilà, elles sont plus fortes, sans doute. Mais alors, qu'est-ce qui explique que dès le début, en fait, il y ait plus de femmes que d'hommes dans les clubs? Pareil, il y a eu des études qui ont été faites que les filles, c'est toujours des petits groupes de 2-3 filles qui se mettent ensemble, et quand elles viennent faire du poney, elles découvrent le poney, elles prennent autant de plaisir à monter le poney et faire un jeu, gagner ou perdre, mais elles prennent surtout beaucoup de plaisir à s'en occuper. Faire des tresses, le brosser, donc c'est un peu une poupée. Donc c'est vrai que souvent le mercredi soir et le samedi soir, quand vous refermez le poney club, vous avez des poneys avec des couettes de partout. Les garçons, c'est pas ça. S'ils perdent, ils prennent leur sac et ils s'en vont. Et c'est pas. Et souvent, vers l'âge de 7-8 ans, on les retrouve plus sur des sports collectifs comme le foot. Donc c'est vrai que le poney club, c'est 90% de filles. Donc forcément, ça se suit après tout au long de l'adolescence et puis ensuite à l'âge adulte. Effectivement, quand on va vers le haut niveau, le haut niveau, ça demande des exigences. Quand on est une femme, on veut devenir aussi mère. Il y a des exceptions. Hein. Il y a une cavalière qui s'appelle Malin Bayard, qui est une cavalière suédoise, qui a fait de la compétition au haut niveau jusqu'à... Elle était enceinte de 5 mois et demi. Mais enfin bon, les cas sont quand même assez rares. Alors, on commence à avoir de plus en plus de jeunes cavalières américaines, canadiennes, israéliennes, qui arrivent sur le circuit international. Mais c'est vrai que pour faire sa place au très très haut niveau, ça demande beaucoup de sacrifices. Et une femme, à un moment donné, elle a envie d'avoir des enfants, elle a envie de... Et c'est quand même un sport qui est très exigeant, qui demande beaucoup, comme tous les sports au très haut niveau, qui demande beaucoup de temps. Et ça, forcément, c'est plus difficile quand on élève des enfants. Oui, c'est ça. Donc à l'école, il y a une majorité de femmes, et finalement, plus on avance dans le niveau, et là, c'est là qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Oui, mais ça commence à se structurer et s'organiser. Hein. Oui. Vraiment, là, on commence vraiment à voir... Le nombre fera que ça va forcément... Mais comment changer les choses? Parce que c'est la femme qui fait le choix aussi, vous le disiez, vous aussi, qui fait le choix de mettre sa carrière entre parenthèses pour pouvoir élever un enfant. Alors, après, c'est un choix personnel. Là-dessus, on peut pas revenir. Comment justement faire évoluer les choses aussi au-delà de ça? Ouais. Moi, je crois que de toute façon, c'est là qu'intervient la complicité des hommes. Tant qu'il n'y aura pas un partage des tâches, un partage voilà, à la maison, dans le fait de l'éducation des enfants, c'est sûr que si c'est toujours la femme à qui échoue ce rôle, forcément. Et c'est vrai que dès la petite enfance, on constate à l'école maternelle que par les jeux, le fait que les coins poupées, les coins voitures ne soient pas utilisés à égalité par les garçons et les filles, forcément on pousse les femmes vers tout ce qui va être le soin, les enfants, la famille, l'intérieur du foyer en fait. Et les garçons, on les pousse plutôt vers l'extérieur du foyer. Bon, donc par l'éducation, je pense que petit à petit, les choses évolueront. Et du coup, au sein de la fédération, du comité régional, est-ce que justement on fait en sorte de faciliter l'accès, du coup aussi aux hommes qu'aux femmes Nous, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'au niveau de la fédération, l'idée, c'est de trouver des produits qui attirent les garçons. Parce qu'on est le premier sport au nombre de licenciées féminines. Donc, c'est d'arriver à trouver des sports comme des sports collectifs, comme le horseball, qui permettent d'attirer les garçons. On a tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un nombre important de cavalières et c'est vrai qu'en général c'est plutôt un garçon pour 10 filles. Statistiquement c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui dans l'écurie, moi j'ai 35 propriétaires, sur 35 propriétaires je dois avoir 5 garçons. Mais on a toujours été habitués comme ça, on a toujours fonctionné comme ça et quand vous êtes sur le dos d'un cheval, vous soyez un homme ou une femme, ce qui compte, c'est la complicité que vous allez avoir avec l'animal pour avoir le résultat au moment opportun. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas de différence, vraiment. Alors, bon, je vais me tourner vers vous maintenant. Aurélien Huchard, vous êtes donc le directeur
du golf de Bordeaux-Lac. Alors dans le golf, là, comment se traduit cette mixité homme-femme? Les femmes, elles sont plus présentes dans les clubs, sur les greens? Alors plus présentes, en tout cas, elles sont moins présentes que dans les centres équestres, ça c'est sûr. Nous, la proportion, on est plutôt autour de 30-35% en fonction des clubs, ce qui est déjà plutôt pas mal quand on regarde le taux de licenciés dans les pratiques sportives classiques. Donc c'est plutôt un sport qui est quand même assez mixte. Effectivement, au haut niveau, Mélodie pourra en parler plus que moi, le circuit masculin est très représenté et, comme dans de nombreux sports, est très valorisé. Et c'est parfois compliqué pour le golf féminin de réussir à émerger. Dans la pratique de tous les jours, qui est une pratique essentiellement de loisirs, on a cet avantage aussi de pouvoir pratiquer hommes et femmes en même temps, avec des départs adaptés. Et au final, on arrive à participer, à faire la même pratique et le même sport en même temps, hommes et femmes. Et c'est plutôt une pratique qui marche bien en termes de mixité. Mais par contre, voilà, dès qu'on arrive à un certain niveau, par contre, là, il y a vraiment des épreuves distinctes, hommes-femmes. Oui, on est toujours sur des épreuves distinctes. On en parlait tout à l'heure un peu en aparté. Effectivement, il y a eu des tests sur des compétitions mixtes. Ça se fait de façon amicale. Ça arrive de temps en temps sur des compétitions très ciblées. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on a encore un écart entre la puissance des hommes et des femmes. Et pour pouvoir réussir à faire une épreuve qui soit dite équilibrée, il faudrait vraiment mesurer parfaitement les écarts de départ qu'il devrait y avoir entre les hommes et les femmes, ce qui n'est pas réalisé aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait justement que les femmes ont du mal en fait à se faire une place? Les hommes sont quand même majoritaires, c'est quoi? C'est un état d'esprit. C'est vrai que le golf, c'est très masculin, à cette image très masculine, mais alors il faut la défaire, ça, cette image. C'est une histoire de communication, effectivement, il faut casser les codes, mais le golf a plein de critères qu'il faut casser, que ce soit la classe socio-professionnelle. Nous, aujourd'hui, à Bordeaux-Lac, on a un golf populaire, on s'ouvre au plus grand nombre, on forme plus de 400 nouveaux joueurs chaque année, dont 40% sont des femmes. Donc je pense qu'on est dans le vrai, on y arrive. C'est une pratique qui peut être mixte. C'était un sport, il y avait encore quelques clubs qui étaient entièrement réservés aux hommes il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous me disiez, en 20 ans, ces 20 dernières années, il y a une évolution incroyable finalement. Mais totalement. Donc je pense qu'on prend le bon chemin. Parfois on fait des progrès, parfois on a envie que ça aille plus vite, mais en tout cas cette pratique sportive aujourd'hui pour moi va dans le bon sens, et on a des structures aujourd'hui qui sont dédiées aussi sur la valorisation, la démocratisation du golf au féminin, et je pense qu'on y arrivera. Les ligues et la fédération prend ce sujet à cœur. Et justement après, est-ce que les partenaires financiers y suivent lorsque ce sont des épreuves féminines? Est-ce qu'ils ne sont pas réticents parce que forcément il y a moins de... L'image est différente? Non, alors je pense pas, parce que c'est un sport qui est quand même assez esthétique, et qu'on le veuille ou non, les femmes ont la classe quand même quand elles jouent au golf, et les marques s'associent à ça sans problème. Au Médoc, le Ladies Open se déroule, et il y a un monde incroyable pour aller voir, parce que la performance sportive est là. Il n'y a pas qu'une histoire de puissance, au contraire, aujourd'hui on est plutôt en train de combattre ça dans le monde du golf, avec ces hommes qui tapent de plus en plus fort, et les femmes arrivent à casser un peu ces codes-là. Au tournoi d'Évian qui aura lieu au mois de septembre, on aura du public et on a des partenaires, et le champ de dotation est important. Il n'est pas aussi élevé que pour celui des hommes, mais on a quand même des partenaires qui suivent. D'accord. Donc Mélanie Bourdi, je l'ai dit, vous avez été donc joueuse de golf professionnelle. Alors c'est bien sur le Ladies European Tour, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Vous organisez aujourd'hui des événements golfiques pour les entreprises ou des associations. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu déjà comment vous êtes arrivé sur les greens? C'est une histoire de famille. C'est vrai que toute ma famille jouait, donc mes parents, oncles, tantes, cousins, grands-parents, mon frère et ma sœur. Et on habitait sur un golf à Bordeaux. Donc c'est vrai que c'était notre quotidien après l'école d'aller sur le parcours, de partager des parties en famille avec mes cousins. Donc pour moi la mixité s'est fait très rapidement. C'est vrai qu'à l'école de golf j'étais la seule, voire deux à ce moment-là. Mais je me suis bien fondue dans la masse, on va dire. Parce que voilà, c'est un sport aussi où on peut partager homme-femme à ce niveau-là et qu'il n'y a aucun problème là-dessus de mixité. Et justement le regard alors des autres, des hommes notamment, lorsque vous étiez qu'une ou deux à pratiquer le golf, c'était quoi le regard
des collègues hommes finalement Il n'y a jamais eu de mauvais regard. Après, pour ma part, j'ai toujours été très sportive, donc que ce soit dans le golf ou dans d'autres sports. Voilà, j'ai été très vite acceptée. Comme tout à l'heure, on parlait des récréations. Moi, je jouais au foot dans la récréation avec les garçons, donc j'étais pas mis de côté. Et voilà, je pense qu'aussi c'est aux femmes de faire elles-mêmes leur place. Et si elles sont sportives, elles sont acceptées par les hommes dans leur sport. Voilà. Moi, n'importe quel sport que j'ai fait, les garçons, ils pouvaient me choisir dans leur équipe parce que je jouais mieux que d'autres garçons. Donc voilà, je pense qu'en fonction aussi de chacun, de ses opportunités et de forcer un peu la chose, mais on est accepté. Moi, j'ai pas eu de souci du tout en étant femme d'être acceptée dans mon sport ou n'importe quel autre sport. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour attirer encore plus de femmes alors du coup, puisque elles sont acceptées, tout se passe très bien. Qu'est-ce qui fait que il n'y a pas plus de femmes dans le golf quand même? Après, je pense qu'on paye le retard parce qu'il y a très longtemps, voilà, le golf était interdit aux femmes vraiment en Angleterre. Donc on paye ce retard-là. Après, aujourd'hui, de plus en plus voilà, de filles se mettent au golf. C'est vrai que certaines décrochent un peu plus vite, choisissent d'autres sports ou arrêtent carrément le sport. Mais je pense que depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de femmes golfeuses. On le voit rien qu'en France et sur le circuit européen, il n'y avait qu'un seul circuit avant. Aujourd'hui, il y en a 2 en Europe. Il y a un très gros circuit aux États-Unis et le champ de joueurs féminins augmente de plus en plus. Donc aujourd'hui, tout est fait pour que les femmes arrivent au plus haut niveau et essaient de rattraper les hommes sur le nombre. Oui, parce que ça existe aujourd'hui, les tournois donc mixtes, ça existe, c'est pas. Certains, voilà, ils ont testé là, justement le mois dernier en Suède avec l'ancienne meilleure mondiale Annika Sorenstam et Henrik Stenson. C'est ça, 78 femmes, 78 hommes. Exactement. Donc c'était un peu une première. Après, c'est vrai que c'est assez complexe parce qu'on n'a pas les mêmes départs, on n'a pas la même force. Donc de faire un tournoi avec une même dotation, sachant que ça, à l'arrivée, c'est pas exactement le même parcours qu'ils jouent parce que c'est pas les mêmes trous du même départ. C'est un peu complexe, mais en France, on fait beaucoup de tournois professionnels mixtes et ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Et même en amateur, ça manque ça au niveau professionnel. On faisait des championnats de France ou championnats d'Europe, championnats du monde en double, homme-femme. Et ça, c'était très apprécié et ça marchait très bien. Ouais. Donc, moi, j'ai été championne d'Europe en tournoi mixte. Et là-dessus, on était une équipe à 4, 2 filles, 2 garçons. Et c'était un de mes meilleurs souvenirs, et eux aussi. Alors, vous avez quitté la compétition pour les affaires. Racontez-nous aujourd'hui alors ce que vous faites. En fait, j'ai monté il y a maintenant plus de 3 ans ma propre société d'événementiel de séjour autour du golf et du vin. Du coup, suite à ma carrière, j'avais un réseau dans le monde entier, on va dire, de passionnés de golf et passionnés de vin. Étant originaire de Bordeaux aussi, j'avais un bon produit, même ma ville, on va dire, donc j'organise des séjours sur mesure pour ces clients-là, en les amenant dans les plus grands crus classés, en les amenant sur les plus beaux parcours de la région, en partageant mon expérience du coup en jouant avec eux, plus des événementiels pour des sociétés qui souhaitent inviter des golfeurs passionnés ou même faire initier des joueurs au golf en faisant des concours de putting. Merci Mélodie. Alors c'est vrai qu'on associe souvent les filles aux filles la danse, la gymnastique, l'équitation et aux garçons les sports collectifs, l'endurance et les sports de combat. Aujourd'hui encore, c'est vrai que les représentations stéréotypées sont légion. Conséquence, du coup, ces pratiques sont très très ancrées socialement. Françoise Terrier, encore une fois, comment faire évoluer tout ça? Donc dès le plus jeune âge, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'éducation. L'éducation des filles et des garçons. Les filles doivent investir davantage de domaines. Et les garçons doivent aussi avoir des choix différents, pas forcément différents, mais les choix qu'ils peuvent avoir, en tout cas qu'on ne les empêche pas d'avoir. Voilà. Donc par l'éducation, oui, dès le plus jeune âge, parce qu'on voit les enfants qui arrivent à l'école maternelle à 3 ans avec déjà des idées bien arrêtées sur la question. Je pense que déjà dans les familles, vous disiez tout à l'heure, Mélodie, que vous n'aviez pas eu de problème pour vous intégrer dans les cours de récréation. Je crois que l'empreinte familiale était là et qu'on vous a habitué dès le départ à ce que le garçon et la fille n'aient pas de différence de traitement dans la famille. Donc ça vous a donné une force pour vous imposer sur le terrain de foot de façon tout à fait naturelle. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de familles. Beaucoup de familles, le garçon a une place différente de la fille. La fille est plus dans la maison et le garçon plus à l'extérieur. Oui, l'éducation, c'est par là qu'on va faire évoluer les choses, bien évidemment. Exactement. Ça montre en tout cas qu'il y a encore
du chemin à faire aussi pour une véritable mixité homme-femme, mais c'est en train de bouger. Oui, et ça, c'est quand même le point très très positif de la pédagogie, sortir des stéréotypes et laisser libre cours aussi aux envies des enfants. Ça, c'est très important. Je vous remercie tous les quatre en tout cas d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que nous sommes ici au Château Giscourt, dans le Médoc, pour le MMA Trophy, du golf, de l'équitation, mais aussi de la pétanque. Justement, de la pétanque, parlons-en. Nous avons suivi nos compétiteurs aujourd'hui. Regardez ce reportage réalisé par les équipes d'Aki-Télé. Chapeau de paille et tenue détendue pour les bolistes du MMA Trophy. Donc on a essayé de vous adapter sur un parking du golf 8 terrains de pétanque. Pour les spécialistes et les puristes, effectivement, il manquera peut-être 1 mètre en longueur et 1 mètre en largeur. Pour ceux qui viennent pour s'amuser, je pense que ce sera largement suffisant. Donc pour la première rencontre sur le terrain numéro 1. C'est Aurélien Auchard, le directeur du golf de Bordeaux-Lac, qui a accueilli nos concurrents de l'épreuve de pétanque, car le MMA Trophy, c'est aussi une épreuve de boules. « 32 bolistes qui se sont affrontés pendant une matinée. Du sport certes, mais surtout le plaisir de se retrouver. » Alors nous poursuivons cette émission ici au Château Giscourt, dans le Médoc, avec une autre thématique, le sport, l'entreprise et l'événementiel. Alors le sport qui ne pourrait pas vraiment survivre sans l'entreprise, les clubs ils peuvent s'en sortir et se développer grâce à l'intervention des entreprises sous forme notamment de partenariats ou bien de sponsoring. Les entreprises, elles investissent dans le sport à travers l'équipement, les aides à la formation ou encore grâce à des événements qui permettent de générer de la trésorerie. Avantage aussi pour l'entreprise qui peut ainsi se construire une image, une notoriété. Et puis dans le milieu des affaires, on retrouve aussi les valeurs associées au sport, la rigueur ou encore la compétition. Alors le sport et le milieu de l'entreprise sont dissociables. Et bien pour en parler avec nous sur ce plateau, tout d'abord Bruno Fievé, vous êtes le fondateur de la société The Key SA qui s'occupe notamment de la gestion de portefeuille de clients. Yves Medina de Moon Arbor, une distillerie de whisky installée au bassin à flot à Bordeaux. Et puis également sur ce plateau, Julien Sirot, vous êtes agent général MMA au Pays Basque à Cap-Breton. Voilà, donc on va commencer avec vous. Bruno, vous êtes donc, je le disais, à la tête de la société The Key SA, c'est comme ça qu'on dit? C'est tout à fait ça. Voilà, j'ai bon accent. Ah, bon. très bien. On entend aussi beaucoup parler de vous en ce qui concerne notamment la reprise du club des Girondins de Bordeaux. Alors, tout d'abord, présentez-nous vos activités. Vous faites quoi en fait? Alors j'ai plusieurs activités. D'abord j'ai commencé ma carrière dans le sport puisque j'ai une maîtrise de STAPS. J'ai été footballeur à l'Amiens SC en Division 2 à l'époque. Et puis après j'ai eu une blessure assez importante et j'ai migré vers le milieu de l'informatique d'abord et de la finance. Plusieurs années à la tête d'une grande banque suisse. Et puis j'ai créé ma propre compagnie dans la gestion, dans l'IT d'abord, l'IT pour la gestion de fortune. Et je suis moi-même gérant de fortune pour des sportifs de haut niveau. Alors, voilà, le sport et l'entreprise, est-ce que c'est indissociable? Première question, toute bête. Oui, alors c'est aujourd'hui indissociable parce que les entreprises aiment donner leur image aux équipes de sport qu'ils vont pouvoir suivre, en général par amour. On fait ça par affection pour un club. Ça peut être un club de foot, de rugby, de tennis, etc. Mais ça remonte à très loin, puisque ça fait plus que 60 ans maintenant que le sport et l'entreprise, c'est une grande histoire. D'abord, ça a commencé avec le sport corporatif, puisqu'on sait aujourd'hui, je crois qu'il y a 8000 clubs corpos en France qui font vivre 2 500 000 salariés. Alors tout le monde ne vit pas de ça, mais ça veut dire qu'il y a 2 500 000 personnes qui touchent des petits cachets du monde de l'entreprise. Alors c'est vrai que maintenant, quand on parle de sport et entreprise, on pense avant tout au sponsoring, qui a une place hyper importante, mais ça ouvre d'autres champs des possibles, puisqu'il y a beaucoup de team building, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements aussi qui permettent de valoriser l'entreprise, de faire un peu de team building, que les gens se sentent bien ensemble, de relancer une certaine philosophie de la société. Donc voilà, il y a une vraie interaction entre le sport et l'entreprise. Et puis l'entreprise a donné ses codes au sport. Pendant des années, le sport était un loisir. Ça a été, pendant une cinquantaine d'années,
on se divertissait au travers du sport. Et puis depuis 30 ans, maintenant, il y a une vraie performance sportive qu'on peut associer à la performance économique des entreprises. Et on voit que les clubs de sport, qui étaient avant des associations, sont maintenant devenus des sociétés commerciales avec des dirigeants qui sont souvent payés, avec de la gestion de ressources humaines, et puis avec les codes de l'entreprise, d'une manière générale, qui se retrouvent dans le sport. Donc ce côté indissociable entre le sport et l'entreprise, on le retrouve partout. Ce qu'on retrouve aussi, c'est les entreprises qui essayent d'avoir des anciens sportifs dans leurs équipes managériales, parce que ça permet de relancer un peu de compétitivité dans l'entreprise. Alors il faut que ce soit fait à bon escient, parce que sinon ça peut être vite de la compétition malsaine, mais quand c'est fait à bon escient, ça sert aussi l'entreprise pour son développement économique. Oui, ça peut aussi motiver finalement les équipes. Ça, voilà, c'est une source de motivation d'avoir quelqu'un qui vient du monde du sport, qui va être aussi une tête d'affiche pour l'entreprise et qui va tirer vers le haut la performance économique, comme il a pu le faire dans son sport auparavant. Vous disiez, il n'y a pas que le sponsoring. Dans le milieu corpo, par exemple, comment l'entreprise peut intervenir et investir sous quelle forme? Alors c'est sous forme de compétition amicale du sport amateur, mais l'idée c'est de promouvoir une image et aussi de favoriser que les employés finalement pratiquent une activité et se sentent bien dans l'entreprise grâce aux activités sportives qui sont développées. On voit aussi maintenant les très grands groupes genre IBM, Microsoft qui ont leur propre remise en forme le matin. On commence par une séance de sport au sein de l'entreprise. Voilà, le sport est vraiment devenu très ancré dans la société actuelle. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, l'investissement comme ça dans le sport? C'est quoi? Bah oui, c'est véhiculer une certaine image, et puis c'est de vivre des émotions, au plus près finalement des acteurs qui sont les sportifs, qui sont des gens qu'on admire généralement. On admire des footballeurs, des tennisman, des rugbyman, peu importe ce que l'on aime comme sport, mais on a envie de se retrouver au plus proche de ces personnes-là, et c'est ce qu'on recherche. Et un peu de visibilité forcément, parce que voilà, on veut aussi aider le développement de l'entreprise au travers de son image. On voit là pendant l'Euro 2020 ou 2021, on ne sait plus bien quel chiffre il faut dire, on voit très bien qu'il y a des marques qui investissent énormément d'argent, soit pour sponsoriser l'événement, sponsoriser une équipe, l'équipe de France, l'équipe d'Italie, etc., ou des joueurs eux-mêmes. Donc on veut toujours associer son image à un sportif, parce qu'on a le sentiment que ça va nous rendre de la visibilité, et donc de la popularité et donc des affaires. Voilà, vous l'avez évoqué, les différentes valeurs qu'on retrouve justement dans le sport, le partage, la rigueur, la compétition. On retrouve aussi cela dans le milieu, dans le business, quoi, dans le milieu des affaires et inversement. Oui, on essaye en fait. C'est pour ça que c'est très interconnecté. Une entreprise qui ne progresse pas, une entreprise qui régresse. Donc la seule manière de la faire progresser, c'est d'avoir des individus qui tirent l'entreprise vers le haut. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à notre faible niveau dans ma société, mais c'est vrai qu'on a la majorité des employés chez nous aiment pratiquer le sport, et ça donne une forme d'émulation. Après, il faut que ce soit sain, comme je disais tout à l'heure. Une fois que c'est sain, c'est assez facile à manager. On a entendu parler de vous donc, ces dernières semaines. Comment vous voyez en fait ce club des Girondins de Bordeaux? C'était quoi votre projet, finalement votre petit rêve à vous? Mon petit rêve, oui, c'était le rachat du club pour en prendre la présidence. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons que je n'évoquerai pas sur ce plateau. Mais mon rêve, c'était surtout de travailler sur l'ancrage local. Mon projet était très local, c'était de reconnecter les Girondins de Bordeaux avec son environnement. Aujourd'hui, on a vu que les Américains sont complètement plantés sur ce sujet. Un chiffre très parlant, puisqu'on parlait de sponsoring. En 2017, le sponsoring, c'était 14 millions pour les Girondins. Cette année, c'était 2,9 millions. Voilà. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de partenaires qui ont quitté le monde des Girondins. Certains pour aller au rugby, parce que plus attractif, une meilleure image, une meilleure compétitivité aussi de l'équipe. Et puis aussi parce que je pense qu'en France, on se trompe. C'est-à-dire qu'on pense que le sponsor est juste là pour payer, pour donner de l'argent, et qu'après on le remercie en lui disant voilà, tu vas avoir accès à ta loge, et c'est déjà très bien. Alors je pense que voilà, il faut développer la deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est de donner des projets à nos partenaires pour qu'ils puissent aussi se développer. Il y a des projets, c'est d'interconnecter les gens. C'est plutôt une bonne idée qui a été faite aux Girondins en créant le cercle,
Simplement, ce ne sont pas les entrepreneurs eux-mêmes qui discutent entre eux, ce sont des commerciaux. Et on sait que quand les commerciaux discutent entre eux, c'est plus pour boire des verres que pour faire du business. Donc à un moment, il faut que ce soit les entrepreneurs eux-mêmes qui soient les moteurs de cette activité. Et c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs en créant le club scapulaire, si vous avez suivi un peu l'idée. Donc c'est des entrepreneurs ensemble qui deviennent actionnaires des Girondins de Bordeaux. Et en devenant actionnaires, finalement, ils vont avoir accès à plein de projets qu'ils vont pouvoir développer ensemble. Je pense que c'est ça le vrai sens de l'histoire dans le sponsoring. Et ça ne marche que localement. Vous ne pouvez pas penser à développer une marque internationale si déjà localement vous n'êtes pas ancré dans votre territoire, si les gamins de la région ne sont pas en train de vouloir jouer aux Girondins. Aujourd'hui, les gamins, vous vous promenez dans Bordeaux, ils ont tous des maillots de Paris, de Lyon, de Marseille. C'est dramatique. Avant, il y a 20 ans en arrière, vous promeniez, il y avait un mec qui avait un maillot de Paris, il se faisait siffler, quoi. Ouais. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, en plus, on aurait même du mal à donner un nom de Girondin, voilà, plusieurs noms en tout cas. Aujourd'hui, les grands joueurs à Bordeaux, ça n'existe plus. Donc, voilà, on fait. Aslan, Zidane. Voilà, c'est des noms qui commencent à dater, malheureusement. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, mon rêve, c'était ça, c'était de développer le projet localement en utilisant la force de notre plus grande région. Aujourd'hui, on voit, c'est la région Aquitaine. On a des gens qui venaient jouer au golf ce matin de Guéret. Donc, c'est voilà. Bien dans le Nouvelle-Aquitaine. Ouais. On n'est pas habitué. Exactement, mais de Hendaye à Guéret, ça fait quand même le grand écart. On a une région qui est incroyable, mais aujourd'hui, les Girondins sont plus connectés avec la région. Et c'est ça qui me donnait envie, finalement. Très bien. Alors, Yves Médina, vous avez lancé Moon Harbour en 2014, une distillerie de whisky installée dans un bâtiment assez exceptionnel sur les bassins à flot à Bordeaux. Présentez-nous justement Moon Harbour. Moon Harbour, on parlait de passion. Nous, on a la passion du whisky. Nous, c'est avec mon ami et associé Jean-Philippe Ballanger, qui lui est PDG d'une entreprise locale, la société Job, qui est une institution bordelaise. Et on est passionné de whisky depuis 30 ans. Et un jour de 2013, on sirote un petit whisky en bord de Garonne. Et on se dit qu'on en a marre de boire le whisky des autres. Et l'aventure commence là, avec une discussion apéro cacahuète, et qui des fois peuvent s'arrêter assez rapidement. Mais là, on a été au-delà. Et on a mis le doigt dedans et puis on a trouvé qu'on avait une région assez exceptionnelle. Jean-Philippe est un pur bordelais, moi je suis un landais qui a débarqué à Bordeaux en 83, mais on avait cet amour, cette passion de Bordeaux, une ville exceptionnelle, qui est devenue en plus au fil des années quelque chose d'assez fabuleux. Et on voulait absolument construire notre distillerie dans le centre de Bordeaux. Par le hasard des rencontres, on a eu l'occasion de louer ce terrain exceptionnel avec ce bâtiment qu'il était tout autant, un bâtiment de 70 mètres de long, 20 mètres de large, 25 mètres de haut, qui a des murs de 6 mètres de béton, un toit de 9 mètres de béton également, qu'on a réaménagé en chai de vieillissement à barrique. Alors souvent les gens me disaient, vous êtes un peu fous, c'est les deux fous de chez Moon Harbour. Mais ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. On a quand même investi 3 500 000 € pour une activité très atypique, qui a une rentabilité à moyen terme, qui a un BFR qui est très important. On va porter un stock très important, puisque quand on fait du whisky, la particularité, c'est qu'on va le mettre dans la barrique. On va attendre 3 ans avant que ça devienne du whisky. Donc voilà, c'est une aventure qui est plutôt exceptionnelle. Depuis, on reçoit énormément de visites. On parlait d'événementiel, on fait beaucoup d'événementiels chez Moon Harbour. On a reçu 22 000 visiteurs qui viennent visiter, déguster nos produits, et ce qui génère aussi un flux de chiffre d'affaires qui était nécessaire, en tout cas au début de notre activité. Donc voilà, c'est une activité atypique, dans un lieu atypique, avec des fondateurs et une équipe qui est tout aussi atypique. Bon, très bien. Alors, comment se traduit votre présence, vous, dans le milieu sportif? Je crois que vous êtes assez amateur de golf. Voilà, et comment ça se traduit? Alors, ça se traduit. Déjà, il y avait pour moi la passion du golf. Mais alors, je reviens un peu sur ce que vous avez à un moment dit. Moi, j'ai démarré le golf quand j'étais ingénieur commercial chez Kodak dans la division imagerie médicale. En fait, je vendais mes produits à les radiologues. Et les radiologues étaient très fans de golf. Donc en 1994, j'ai pris ma licence et j'ai commencé à jouer au golf. Et j'ai vu qu'on pouvait créer des relations extra-professionnelles, mais qui au final aboutissaient à des signatures de contrats. Et donc ça en 1994. Et puis
J'ai un peu abandonné le golf, et puis quand je suis venu m'installer, la distillerie est venue s'installer donc à Bacalan, non loin du golf de Bordeaux-Lac. J'ai repris la licence et puis j'ai trouvé une équipe hyper accueillante avec Aurélien, le directeur du golf de Bordeaux. Ça m'a permis de rencontrer des gens comme Francis Terrier, qui est un être tout à fait exceptionnel, qui déploie une énergie. Vous y alliez finalement plus pour les rencontres que pour le jeu, quoi. Voilà, mais depuis j'ai progressé un peu, vous verrez tout à l'heure à travers des résultats, je vais dénommer. Bien joué, bien joué. Mais c'est vrai que j'y allais plus pour les rencontres. On est Jean-Philippe et moi et mon équipe, on est très tournés vers les autres. Donc on rencontre beaucoup de gens. On est devenu partenaire du golf. Alors même si on sait bien que alcool et sport ne font pas bon ménage. Bien sûr. Pas en même temps. Voilà. Mais après ça va. Ouais. Mais la loi malheureusement cadre voilà. un petit peu les choses et c'est difficile. Oui. Alors c'est difficile pour nous, c'est difficile pour les entreprises aussi. Il faut savoir que quand vous voyez aux États-Unis Jim Beam qui sponsorise, il y a du Jim Beam partout, c'est de l'argent qui donne aussi aux clubs sportifs. Là, les clubs sportifs se passent d'une manne. On prend l'exemple du cheval, puisqu'on est dans un... Quand Bernard Magret avait sa marque Malaisan, qui sponsorisait un grand nombre de compétitions, le jour où ça s'est arrêté, il a fallu trouver autre chose. On y arrive avec le whisky, le gin et le rhum de Moulin-Arbour. On sponsorise, en fait on va offrir des lots, et là ça passe. Voilà. Ça nous fait connaître et ça fait plaisir aux gens aussi de gagner des lots un peu originaux. C'est ça, ouais. Vous retrouvez les mêmes valeurs justement dans le milieu des affaires et dans le milieu sportif, ces mêmes valeurs dont on parlait tout à l'heure, c'est assez similaire? Oui, alors bon, on est à peu près de la même génération. On ne travaille pas comme travaille un jeune commercial de 25 ans. Nous, on va travailler sur la relation, l'affect, et c'est quelque chose qu'on va plus facilement avoir à notre âge, et on va rechercher plus de la relation, parce qu'on sait qu'au bout du compte, cette relation, on dit toujours, on ne fait pas de business avec des amis, mais quand on fait du business, on peut se faire des amis. Voilà, on a tout dit. Les amis, c'est pas fait pour qu'on fasse du business avec eux, mais quand on fait du business avec les gens, ça peut devenir nos amis. Ça, c'est un peu ma philosophie. C'est bon, hein? Alors, Julien Sirot, donc, je vous le disais, vous êtes agent général MMA dans le Pays Basque, à Cap-Breton. Ouais. Alors, Cap-Breton, c'est dans les Landes. Et c'est dans les Landes, d'ailleurs. J'ai vu la réaction et le sourire. C'est vrai, c'est vrai. De Yves. C'est vrai, en effet, on va pas se faire que des copains. Cap-Breton, c'est dans le sud des Landes. Ouais. C'est dans les Landes, en effet, Cap-Breton. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire, vous, dans le milieu sportif? Alors nous, c'est sûr qu'on est mobilisé autour du sport. Alors, j'ai un associé, on a une équipe d'une quinzaine de salariés sur les agences de Dax, Cap-Breton et Souston, dans le sud des Landes. Mon associé et moi avons pratiqué le sport pendant une vingtaine d'années, lui le basket, moi le football, donc je suis assez sensible à partager le plateau aujourd'hui avec notre invité. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de cohérence entre le sport et l'entreprise. On vit, nous, dans un métier d'assurance qui est extrêmement compétitif par rapport à une hyper-concurrence qui se développe énormément avec l'Internet, avec les banques assureurs. Donc intrinsèquement, dans notre ADN, on doit être dans un esprit de compétition. Donc c'est sûr qu'on est plus attaché à aller chercher des collaborateurs notamment qui ont une pratique sportive ou ont eu une pratique sportive, parce que clairement, il y a un état d'esprit qui se ressent dans l'équipe et qui booste les résultats. Donc ça, c'est vraiment une philosophie pour notre travail à laquelle on est sensible. Pour ce qui est de notre rôle dans notre territoire par rapport au sport, on sponsorise l'US Dax Rugby, puisqu'on est sensible à la pratique rugbystique dans les Landes et dans le Pays Basque aussi. On utilise souvent les valeurs sportives aussi dans le management de nos équipes. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a fait un team building au golf de Segor, où on a initié notre équipe à la pratique golfique, et c'est vrai que ça a créé un lien très sympa, de sortir un peu du bocal et puis d'aller partager une passion commune et de faire découvrir une passion. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort, et on a vérifié d'ailleurs le lundi d'après qu'il y avait des bananes sur les sourires, sur les visages de nos collaborateurs. On a senti que s'était passé quelque chose, quoi. Donc clairement, sport et entreprise, pour moi c'est intimement lié, et je dirais même qu'on peut, à travers le prisme du sport, on peut aussi gérer l'entreprise avec vraiment beaucoup de similitudes en fait. Je donnerai un dernier exemple. Aujourd'hui se développe beaucoup le coaching en entreprise. On a d'ailleurs des clients qu'on a sur nous dans ces métiers-là. Clairement, même la sémantique est similaire. Donc on va, pour être meilleur,
faire appel à quelqu'un qui va me coacher, m'aider à trouver mes propres solutions pour performer plus. Et si ce n'est pas sur un terrain de rugby ou un terrain de foot, ça sera dans l'entreprise. Et je crois que là, clairement, c'est la preuve même qu'il n'y a pas de dichotomie entre les deux, quoi. Voilà. Et on parlait du golf. Il y a d'autres sports dans lesquels on essaie d'être assez hétéroclite sur notre territoire, d'aider les associations qui en ont bien besoin de subventions. Donc on essaye de balayer le champ des possibles sur notre territoire. Il y a évidemment le rugby, il y a le basket, il y a un peu le foot, il y a aussi la pelote. Donc on essaye de distribuer un petit peu chaque année les subventions de façon assez équitable. Après, évidemment, on donne un peu plus aux clubs professionnels comme l'USDAX de rugby. Et c'est pas forcément le haut niveau que vous visez, c'est aussi le milieu amateur. Non, puisque je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, il faut clairement encourager la pratique des jeunes. Donc aider les associations, aider les clubs amateurs, c'est extrêmement important. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est triste de voir Girondins de Bordeaux avec si peu d'aura auprès des jeunes aujourd'hui. Moi, je crois que le point de départ de ça a été ce stade où je trouve que quand tu passes à côté, tu ne sens pas la vibration et l'histoire qu'il y avait à Chambre-Delmas. Et après, c'est vrai que le rugby est en train de grignoter dans le cœur des gens, dans le cœur des Bordelais. Voilà, c'est en train de prendre le leadership sur Bordeaux. Mais moi, honnêtement, ça me peine de voir les Girondins de Bordeaux avec si peu d'aura aujourd'hui et avec si peu de notoriété quand on sait le club qu'il a été. Et moi, j'aimerais que des hommes et des femmes puissent relever le défi de redonner des couleurs aux Girondins de Bordeaux tels qu'on les a connus. Et ça, honnêtement, ça serait vraiment super pour Bordeaux. Ouais, je pense que tu as raison, c'est que je pense que l'histoire des Girondins, elle ne repassera que par l'appropriation du stade. Donc il faut en avoir au moins l'exploitation. Au mieux, il faudrait l'acheter, parce que c'est ce qui permettra de développer, comme ça peut être à Barcelone, comme ça peut être dans les grands clubs européens, d'avoir une vie autour de ce stade. Déjà de le mettre à nos couleurs. Je crois qu'on est le seul stade en France qui n'est pas aux couleurs du club. Vous regardez Nice, il y a le logo. Vous regardez Saint-Etienne, c'est magnifique. Vous regardez Paris, ici c'est Paris. L'OM, on n'en parle même pas. Bordeaux, il n'y a rien. Il n'y a rien qui indique que c'est les Girondins de Bordeaux qui jouent là. Et donc il faut en avoir l'exploitation d'abord. Le mieux, ça serait de pouvoir l'acheter, de développer une zone d'activité autour, des bureaux. Moi, je sais que quand je parle avec les entrepreneurs, tout le monde rêverait d'avoir des bureaux autour du Matmut. Même si c'est pas grave par rapport à MMA, mais on pourra changer. On pourra changer. Mais l'idée, c'est vrai, c'est de développer ça autour, d'avoir des restaurants, des bars, une vraie vie. Parce qu'aujourd'hui, on a un stade qui vit un jour sur 15 et c'est pas possible. Donc il faut. Et c'était vraiment moi aussi l'objectif de mon projet, c'était de reconnecter ça. Tous les propriétaires qui vont venir et qui vont juste vouloir faire de l'argent, du trading, tout ce que vous voulez autour du foot, ça ne pourra pas marcher. Il faut redonner aux Girondins de Bordeaux la vraie image qu'on a perdue effectivement en quittant Chaban. Maintenant, voilà, j'attendrai mon prochain tour, comme on dit. Mais... Bon, le temps nous est compté. Là, juste une dernière question en fait. Est-ce qu'il faut pratiquer le sport justement pour être performant dans les affaires? Est-ce qu'à titre personnel, voilà, vous êtes des sportifs, alors peu importe le niveau, mais vous aimez quand même pratiquer. Je crois qu'il y a 3 golfeurs déjà. Là, on pourrait dire oui, parce que non. Non, moi je pratique. Oui. Non, mais je pense qu'il fais pas de sport, je cours pas le matin. Je pense qu'il faut avoir la passion du sport. C'est quelque chose qui dans les affaires est un moteur. Oui, mais après, ça dépend comment. Quand on est patron, dirigeant, des fois on n'a pas trop le temps. Ah, c'est ça. Il faut faut se dégager du temps. Ouais, faut se dégager. Mais je crois que la question elle est très bonne quand même, puisque je pense que la pratique sportive permet aussi la performance du dirigeant et que la pratique du sport c'est aussi la santé. On se rend compte qu'aujourd'hui on prescrit du sport. Les médecins prescrivent des pratiques sportives aux gens, donc on se rend bien compte que c'est devenu essentiel aussi de le considérer et aussi pour bien vivre en entreprise. Bon, moi pour ma part, oui, j'ai la chance d'être dans une région sportive, donc il y a la pratique du surf. Et la course à pied, il y a des choses qui nous permettent d'être fit. On voit bien qu'on n'a pas le même physique. On a la même passion, mais on n'a pas le même maillot. En tout cas, c'est pas la même taille. En tout cas, merci. Nous allons marquer une petite pause avec un reportage réalisé aujourd'hui, avant de revenir ici sur ce plateau avec d'autres invités. Alors le MMA Trophy, on l'a dit, c'est une grande compétition multisport avec du golf, de la pétanque, mais également de l'équitation. Regardez justement ce sujet d'équitation tourné cet après-midi par les équipes d'Aki Télé. À tout à l'heure.
Dernière épreuve du MMA Trophy, c'est donc l'équitation, un parcours d'obstacles sur le domaine du Château Giscourt. Le Château Giscourt qui accueille plusieurs concours internationaux tout au long de l'année. Les concurrents se sont donc mesurés les uns aux autres pendant toute la fin d'après-midi. Une journée qui s'est terminée par une remise de prix pour les plus valeureux, mais aussi par une animation du caricaturiste Mika. Et bien, retour ici au Château Giscourt, dans le Médoc, à l'occasion du MMA Trophy. Amis et clients, golfeurs, cavaliers et boulistes s'en sont donnés à cœur joie aujourd'hui. Alors, le sport, les matchs, les épreuves et les tournois sont de vrais événements pour le public. De l'adrénaline, du spectacle et de l'argent en jeu également, il ne faut pas l'oublier. Donc pour les entreprises aussi, s'engager et s'associer à un événement sportif, c'est toujours bon pour les affaires et pour l'image de l'entreprise. Alors pour en parler plus précisément de l'engagement dans les événements sportifs, avec nous Marc Verpalen, vous êtes directeur de la communication chargé donc de l'événementiel ici au Château Giscourt. Nicolas Carreau, le président du syndicat des vins Blaye Côte de Bordeaux. Et puis Francis Terrier, vous êtes le président du Jumping de Blaye. Et puis aussi Anthony Dupérin, le directeur commercial du club des boxeurs de Bordeaux, le club de hockey sur glace. Il n'a pas pu être présent, mais il a tout de même pu répondre à quelques-unes de nos questions. Alors Marc Verpalen, on va commencer avec vous. Vous êtes donc le directeur de la communication ici, chargé de l'événementiel au Château Giscourt. Présentez-nous déjà un petit peu ce bel endroit, ce Château Giscourt. Alors ça prendra un petit peu de temps, mais je vais essayer d'être concis. Donc Château Giscourt, c'est 400 hectares dont 160 hectares de vignes, 100 en appellation Margaux, 60 en appellation au Médoc, et une très grande forêt, un grand parc où on peut accueillir du public, et bien sûr des vastes espaces qui nous permettent justement d'accueillir des événements sportifs, comme le premier week-end de ce mois, donc un premier événement, le Grand Prix de Giscourt, qu'on aimerait bien entendu pérenniser dans le temps, donc un jumping national, mais aussi d'autres événements qu'on accueille. Je pense notamment à un événement ludico-sportif comme la Médocaine. Chaque année, 3000 passants ici devant le château. Et d'autres événements comme notre club de cricket, c'est moins spectaculaire, ou c'est très spectaculaire, il faut s'y connaître, mais moins populaire. Mais néanmoins, ils ont leur siège ici au Château Giscourt. Et en octobre, régulièrement, on accueille donc la foulée des vignerons. Là, c'est une cross. Donc le sport et le vin, c'est possible. Et pour nous, c'est même très important. Alors bon, il y a le Covid qui a un petit peu chamboulé tout ça. Mais donc oui, c'est important. Pourquoi c'est important finalement d'être présent sur des événements sportifs? Pourquoi? Alors, c'est important déjà de s'associer avec des événements culturels comme des événements sportifs. On joue cette carte régionale parce que ce sont souvent des événements régionaux. Donc on a bien sûr notre but, notre objectif ici, c'est de faire un très très bon cru, un cru classé Margaux. Mais par contre, il faut bien soigner aussi auprès de la clientèle de proximité notre image. Donc c'est bien sûr une question d'image et puis d'ouvrir la propriété. C'est une forme de notourisme. Vous savez, le notourisme, très à la mode depuis quelques temps. Ce n'est pas uniquement une visite et une dégustation, c'est véhiculer l'image à travers un événement. Ça peut être un mariage, ça peut être un événement d'entreprise, sportif ou pas. Et si les visiteurs, les participants partent de Giscourt avec une image positive, si on a réussi à capter leur attention, à atteindre leurs émotions, on a des ambassadeurs à vie. Donc c'est ça aussi un peu notre but. Qu'est-ce que ça apporte justement alors au château en termes d'image par exemple? Ça apporte quelque chose? Oui, absolument, parce que prenons l'exemple de première édition du Grand Prix Giscourt. On a des cavaliers, ce sont des bons vivants aussi, ils sont aussi les visiteurs de notre boutique, des consommateurs de notre vin. Ils aiment venir pour l'événement lui-même, mais aussi apprendre un peu plus sur le grand cru classé que nous sommes. Donc ça contribue bien entendu à créer cette émulation entre l'image sportive et l'image de notre vin. Donc c'est pour nous une façon de faire la promotion du Château Giscourt. L'événementiel, ça attire plutôt une clientèle française finalement?
Alors essentiellement oui, bon, on sort de cette période, vous l'avez dit, de cette période compliquée de la Covid, la clientèle française répond présent, ça c'est sûr. Quand nous avons à Bordeaux des événements internationaux, là je parle surtout des congrès, c'est là on accueille au Château Giscourt une clientèle étrangère, donc ça dépend surtout des événements, donc le MAIS, donc les grands événements qui sont organisés à Bordeaux, et après nous on en profite avant le congrès, après le congrès ou avec une soirée pendant le congrès. Donc ça peut être international. Actuellement, tout ce qui est ce qu'on appelle en bon français le corporate, hein, donc le tourisme d'affaires, c'est surtout un tourisme d'affaires français. Comme ce soir, nous accueillons nos amis de MMA. Sport et entreprises donc font très bien bon ménage. Ah oui, je pense bien sûr, et nous sommes là aussi pour éduquer entre guillemets, pour déguster, pour apprendre à déguster avec modération notre vin. Donc, si on Mais derrière la dégustation, il y a quand même du business, il y a quand même des cartes de visite qui s'échangent, du réseau, c'est ça aussi? Et heureusement, oui, tout à fait. Tout d'abord, on prête le cadre à une société, à une entreprise souvent, et qui, lui, en profite pour sortir du cadre traditionnel d'un hôtel où l'équipement technique est tout à fait au point, mais il cherche autre chose. Donc c'est là où on répond présent avec l'art de vivre à la française, l'art de la table si on parle de notre chef ici au château, et aussi un cours. Ça peut être très, très ludique d'amener ses collaborateurs au château Giscourt pour, après une journée d'études, un séminaire de travail, une présentation de produits, un petit moment convivial, hédonique, j'ai envie de dire, après le travail. Vous me disiez, vous jouez un petit peu sur l'émotion en fait du client qui vient, qui peut revenir des années après, il vient pour son mariage, il revient ensuite avec ses enfants, oui. C'est ça? C'est tout à fait ça, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, parce que si vous réussissez à atteindre l'émotion d'un client, c'est là où vous créez les ambassadeurs, et ça se fait bien entendu à travers une prestation qui lui plaît. Il y a toujours un moment Giscourt, c'est le client qui détermine à quel degré le vin intervient dans l'événement. Ce qui est très important, je le dis très souvent, c'est de créer un échange et de ne pas simplement, en sens unique, vouloir imposer un discours. On vient ici pour apprendre quelque chose. Vous ne savez pas en avance qu'est-ce que c'est. Est-ce que ce sont des amateurs avertis? Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà visité d'autres propriétés? Donc c'est pour ça qu'il faut bien écouter et répondre à l'attention, enfin à l'intérêt de nos visiteurs. Et ça peut être l'histoire, ça peut être le vin bien entendu, et tout d'abord, mais il faut essayer d'échanger. C'est comme ça que vous répondez au mieux à l'attente du visiteur, le visiteur individuel, mais aussi le visiteur qui vient à travers le tourisme d'affaires. Alors à votre gauche, Nicolas Carreau, alors vous le vin vous connaissez aussi, vous êtes le président du syndicat Blaye de Côte de Bordeaux, vous êtes aussi producteur de vin. Présentez-nous un petit peu cette appellation. L'appellation Blaye Côte de Bordeaux, c'est 400 viticulteurs à peu près, 400 familles surtout, parce qu'on est vraiment une appellation, j'ai envie de dire, de vrais producteurs, sur à peu près 6000 hectares de vignes. Une appellation peut-être pas la plus connue de la Gironde, mais avec de vraies pépites à les découvrir, j'ai envie de dire une appellation vraie, des vins qualitatifs, de bons rapports qualité-prix, jusqu'à de très belles bouteilles qui peuvent concurrencer de belles choses. C'est un territoire à découvrir, des vins à découvrir, une appellation qui grandit et qui fait son trou. Et vous mettez souvent l'accent justement dans votre appellation sur l'histoire de ces gens qui font le vin, qui sont des vignerons. Ça, souvent on entend ce terme d'ailleurs dans l'appellation des vignerons. Vous aimez un peu raconter leur histoire aussi. Ce sont des gens qui sont attachés à leur terre, bon, finalement un petit peu comme partout, mais voilà, c'est très attaché, passionné. On aime à dire chez nous qu'il y a une grille, il y a un château, il y a une grille, mais derrière la grille du château, il y a une famille justement, ouais, il y a un viticulteur. On a ce côté humain, cette relation, et c'est important dans le vin. C'est certes, il y a une belle bouteille, un beau verre de vin, c'est un plaisir, mais dans le vin, il y a l'humain, il y a cette rencontre, il y a le partage, et le viticulteur en fait partie. Finalement, une bouteille de vin qu'on partage avec des amis, on le partage aussi un petit peu avec le producteur, et on aime beaucoup ça à Blaye, ça c'est sûr.
Alors les Blaye Côte de Bordeaux, comment ils interviennent en fait sur des événements alors pour le sport, on l'a dit, c'est pas évident, il y a une loi qui contraint certaines choses. Comment ça se passe? Comment vous intervenez sur les événements? Alors, on développe des partenariats, alors évidemment, comme vous dites, en essayant de respecter au maximum, et on y tient la loi, c'est important. Mais bon, on peut être parfois mécène, parfois sponsor, partenaire. Il y a des choses qu'on arrive à mettre en place, notamment avec le Jumping de Blaye, qui est un grand partenariat historique depuis de très nombreuses années. On a également des partenariats culturels avec le théâtre, le TNBA, le théâtre à Bordeaux, également le Casino Barrière ou le Pain Galant, donc également des scènes culturelles, et puis d'autres événements qu'on fait. Mais je pense qu'il y a des synergies, il y a des choses qui... on parlait de partage à l'instant, comme une bonne bouteille se partage, l'image aussi, on grandit à partager les choses et à échanger et à créer des partenariats, c'est certain. Oui. Justement sur le Jumping de Blaye, alors comment vous intervenez? Est-ce que les vignerons donnent de leur personne? Ils sont là? Comment ça se passe par exemple? Comment vous êtes présent sur place? Alors déjà pendant l'événement du Jumping international de Blaye, il y a un grand prix des Blaye Côte de Bordeaux, dans lequel on est heureux d'être partenaire. Les viticulteurs sont également présents par des dégustations, faire découvrir les vins de l'appellation. Et puis on en profite aussi, nous, syndicat viticole de Blaye, pour pouvoir inviter d'autres partenaires, d'autres amis de l'appellation et faire découvrir justement ce partenariat Jumping et vins de Blaye Côte de Bordeaux. C'est important d'être présent sur un événement comme cela qui attire quand même presque des milliers de personnes. C'est important d'être présent, d'être là. C'est une vraie chance pour nous d'avoir ça à Blaye. Comme je vous disais, on n'est pas une appellation très connue. Et d'avoir un Jumping international chez nous qui porte le nom de notre appellation, c'est une vraie chance. On est très heureux d'avoir ce partenariat-là. Et je pense qu'ensemble, ça nous aide à grandir. Très bien. Alors, Anthony Dupérin, c'est le directeur commercial du club des boxeurs de Bordeaux. Je vous le disais, il n'a pas pu assister en fait à cette émission, mais il a tout de même pu répondre à quelques-unes de nos questions cet après-midi, à savoir en fait quel partenariat, nous, le club des boxeurs de Bordeaux, avec les entreprises. Écoutez sa réponse. Aujourd'hui, le club des boxeurs, nous, deux types de partenariats principaux. La première, on sera plus sur du sponsoring, de la publicité pour utiliser le public et nos groupes de supporters. Le deuxième type de partenariat sur lequel on va représenter peut-être 70% de notre portefeuille client, va porter sur l'animation du Boxer Business Club avec un accès à travers l'hospitalité les soirs de match. Mais alors vers quel type d'entreprise en fait se diriger? Comment se fait le choix des entreprises partenaires? Aujourd'hui, on a probablement une grosse partie de l'ensemble des secteurs d'activité qui sont représentés au Boxer. Le Boxer Business Club, c'est un peu plus de 200 entreprises partenaires. Il y a bien entendu des entreprises du bâtiment, des cabinets comptables, des avocats, des PME, des entrepreneurs. Aujourd'hui, pour différencier les partenaires, on va avoir des partenaires qui aujourd'hui veulent répondre à une stratégie RH, vouloir inviter des collaborateurs à eux sur des matchs pour pouvoir les fidéliser. On va avoir des entreprises qui vont préférer inviter des clients, qui vont préférer inviter des fournisseurs pour soigner leur image, pour soigner leur relation commerciale. Et on va avoir des entreprises qui vont prendre des places chez nous en VIP de façon à accéder au Boxer Business Club et étendre leur réseau. Alors autre question pour le directeur commercial des boxeurs de Bordeaux, est-ce qu'il est de plus en plus difficile de trouver des partenaires, des entreprises? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui les clubs se doivent d'être de plus en plus flexibles. Des offres qui existaient depuis des années sur des abonnements annuels, sur de l'abonnement demi-saison. Aujourd'hui, une entreprise ne peut plus s'engager de la même façon. Les clubs doivent remettre l'esprit sportif au centre de l'engagement de nos partenaires et être beaucoup plus malléable que ce que l'on était par le passé. Enfin, il faut fidéliser ses partenariats, il faut entretenir ses liens avec les entreprises, faire marcher son réseau, on l'a dit, son carnet d'adresses. Cela se fait grâce à des événements récurrents. Je crois que chaque mois, c'est ce que fait les boxeurs.
tous les mois, ce sont des événements business associés à la fois avec plutôt du grand public, plutôt sur des événements plus confidentiels de 20 à 30 personnes. Je pense qu'aujourd'hui les entreprises sont demandeuses à travers un club professionnel d'échanger des cartes, d'avoir du réseau. On a des accords avec les boxeurs, avec 2 business clubs, le BABC et le réseau Bernard Magret, où on cherche justement à croiser nos entreprises pour leur ouvrir des portes. C'est une nécessité, c'est une volonté de la part du club et surtout à la demande de nos partenaires. Merci Anthony Dupérin pour ces réponses. Alors Francis Terrier, vous êtes le président du jumping de Blaye que vous organisez habituellement au mois de juillet. Bon, cette fois-ci, il y a le Covid qui est passé par là, malheureusement il n'y a pas d'édition. C'est important de nouer des partenariats avec les entreprises pour un événement comme le vôtre? Quelque part, le jumping c'est un chiffre d'affaires. Il y a un budget. Ce budget est quand même relativement important pour un jumping comme Blaye, parce que en étant toute transparence, on est aux alentours de 320 350 000 euros. Ce qui veut dire que tous les ans, il faut trouver 350 000 euros. Il y a d'une part les institutionnels qui nous aident un petit peu, il y a les entreprises privées qui nous aident aussi, et il faut renouveler en permanence, je dirais, ces partenariats et les ouvrir, parce que chacun a ses contraintes, chacun a ses stratégies, et c'est pas toujours les mêmes d'année en année. Donc il faut renouveler systématiquement les partenariats, mais conserver des partenariats historiques, en particulier avec la mairie de Blaye, mais ça c'est normal, je dirais c'est normal, c'est institutionnel, mais surtout avec le syndicat des Côtes de Blaye, parce que moi, ça fait quand même très longtemps que je suis dans l'organisation de Blaye, et j'ai connu les débuts du syndicat il y a quand même très longtemps, et effectivement, on a grandi ensemble, et quand on est passé international, eh bien, le syndicat, je ne sais pas pourquoi, mais a pris aussi un essor, mais ce n'était pas lié uniquement à Blaye, mais on a vraiment travaillé et grandi ensemble par rapport à ça. Et c'est très important qu'ils soient encore là, pour nous, pour eux, et pour la convivialité qui tourne autour de cet échange du vin, du partage, de la convivialité, parce que c'est notre valeur, et je rejoins Marc là-dessus, et on va travailler, je pense, bientôt, je ne sais pas, avec des synergies, parce que moi j'ai toujours eu l'idée qu'il y ait un pont, même s'il n'existe pas, mais qui s'appelle les 2 rives, parce que c'est bien, parce qu'on est en face l'un de l'autre, et je trouve qu'il y a des choses qu'on pourrait faire ensemble, et ça je crois c'est très important. Mais chacun avec son identité, sa personnalité, sa façon d'être, et tout tourne autour du vin, et l'appellation de Bordeaux est assez vaste pour que les Côtes de Blaye puissent trouver leur place par rapport au Médoc. Et alors il y a les partenaires historiques, vous le disiez, la mairie, le syndicat. Et ensuite pour les autres partenaires, c'est un travail qui se fait combien de temps à l'avance, en amont en fait? C'est quoi? C'est 1 an à l'avance, on commence déjà, ou alors c'est à plus court terme? Comment ça se passe? Vous savez, à plus court terme, aujourd'hui ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que les entreprises, déjà rien que des entreprises de moyenne, on va dire moyenne gamme, moyenne taille, pas gamme, de taille, ils ont des budgets qui déterminent déjà au mois d'octobre de l'année précédente. Ce qui veut dire que si on n'est pas présent au mois d'octobre de l'année précédente, eh bien, on ne sera pas dans les budgets. Donc, on ne sera pas dans les enveloppes. Et donc, c'est un travail à long terme. Quand on veut aller sur une entreprise d'une taille importante, il faut s'y prendre 2, 3 ans, 4 ans à l'avance. Parce qu'il faut que l'entreprise nous connaisse, que l'entreprise découvre, que l'entreprise voit ce qu'elle peut en retirer et ce que nous pouvons lui apporter. Donc, ça met énormément de temps. Et donc, effectivement, sur Blaye, on travaille avec beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, mais c'est vrai qu'avec le Covid, les commerces non essentiels, la restauration, ils n'ont pas été ouverts, donc c'est compliqué de leur demander de nous aider, parce que ça représente quand même des volumes importants, mis bout à bout, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises sur Blaye, et c'est vrai que Blaye, on est au bout du monde, c'est un petit peu le langage qu'on entend. Quand on vient sur Bordeaux et qu'on cherche à avoir des entreprises bordelaises,
on nous dit mais c'est le bout du monde. Alors qu'en définitive, on croit Bordeaux, mais lorsqu'on réside à Blaye, finalement, ce n'est exactement. pas tant le bout du Sauf monde que quand on vient de Bordeaux, on a toujours l'impression que c'est très 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 loin, alors que quand on vient à Giscourt, c'est beaucoup moins loin, alors que c'est quasiment le même, pas les mêmes embouteillages, mais le même kilométrage. Et c'est la question qu'on posait tout à l'heure aux boxeurs de Bordeaux. Est-ce que pour un événement sportif, en tant qu'organisateur, ça devient plus... Alors, il y a le Covid, certes, mais ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a une concurrence des événements sportifs qui vont vers les partenaires, essayer de trouver des partenaires. C'est plus dur ou finalement non? Alors, c'est de plus en plus difficile, mais c'est de plus en plus exigeant parce qu'il faut tous les ans ou tous les 2 ans se renouveler, recréer des choses, recréer des événements. Et c'est ça qui fait la différence. Un concours de saut d'obstacle qui ne se renouvelle pas, mais finit par mourir de sa belle mort, parce qu'au fur et à mesure, il chute vers le bas. Et l'important, nous, c'est d'être toujours vers le haut. Et ça, c'est important. Bon, et c'est toujours essayer de créer quelque chose de nouveau. Alors, associé à de la culture, associé à d'autres événements comme le Grand Prix de Giscourt, pourquoi pas, mais c'est essayer de créer ces événements-là, d'être partenaire avec tous ces gens-là, de façon à pouvoir effectivement toujours évoluer, toujours se remettre en question et toujours créer. Bon, et avec toute, excusez-moi, mais avec toute la convivialité liée au réceptif de Blaye, qui est quand même très important, même si les cavaliers veulent venir à Blaye pour la compétition, ils viennent à Blaye parce qu'on est un peu Club Med aussi. C'est ça. Et alors pour l'édition 2022, normalement elle aura lieu, sauf Covid, mais alors, sauf Covid, vous y travaillez, donc on a déjà travaillé puisque ça fait 2 ans qu'on a déjà le programme de prêt. Tout est prêt. Maintenant, il suffit de mettre en place, en face des partenariats, du sponsoring, d'aller chercher de la finance, parce que tout est prêt et tout est organisé pour que l'édition 2022 soit encore plus magnifique que celle de 2019 et que celle qui existait il y a 40 ans. Eh ben, très bien, merci en tout cas à tous les 3. Merci d'avoir répondu à nos réponses et à nos questions et d'avoir assisté donc à cette émission. Merci aussi aux équipes d'Aki-Télé pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Aki-Télé.